Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne dans cette deuxième grande soirée consacrée aux élections municipales. Elles approchent 15 et 22 mars, 10 petits jours. Au programme ce soir, Reims et Sedan et nous sommes ensemble pour 1h30, dont 60 minutes en direct consacrées à la Cité des Sacres. Sophie Constanzer de France Bleu Champagne-Ardenne est avec moi pour animer ce débat. Bonsoir Sophie. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. C'est parti donc pour 1 heure de débat avec autour de la table 5 candidats aux élections municipales, 5 têtes de liste sur ce plateau ce soir et nous entendrons les autres candidats à Reims à la fin de cette émission. Éric Hénard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal socialiste sortant et vous êtes la tête de liste Faisons respirer Reims, liste soutenue par plusieurs forces de gauche. Arnaud Robinet, bienvenue. Merci. Vous êtes le maire sortant Les Républicains de Reims, élu en 2014. Votre liste d'union de la droite et du centre s'appelle naturellement Reims. Jean-Claude Philippot. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes vous aussi conseiller municipal sortant, vous êtes le candidat du Rassemblement national et à la tête de la liste Reims avec le RN. Léo Tiburce, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas élu, vous conduisez la liste Reims vers l'avenir, vous êtes le candidat du parti Europe Écologie Les Verts. Enfin Gérard Chemla. Bienvenue à vous aussi dans ce débat. Vous êtes à la tête de la liste Osons Reims et vous avez reçu l'investiture de La République En Marche. Ensemble, nous allons parler sécurité, environnement et plus globalement du futur de Reims et des futurs possibles de Reims. Mais d'abord, retour en images sur la ville, quelques informations chiffrées sur la ville de Reims. Premier thème de ce débat rémois, la sécurité, un thème qui s'est invité au cœur de la campagne en cause des bagarres entre bandes rivales de différents quartiers. L'une notamment en janvier dans le quartier Orgeval, bilan 4 blessés dont l'un par balle et un autre par coup de couteau. Une manifestation pour dire stop à la violence a d'ailleurs suivi. Et puis voilà un mois, autre bagarre, cette fois en plein centre-ville, des dizaines d'individus impliqués et un adolescent gravement blessé à la tête par des coups de marteau. Sophie. Dans ce contexte, face à ce type de violence, quel doit être le rôle de la police municipale, Gérard Chemla ? Moi, je considère que la police municipale doit être redéployée dans la ville et qu'elle doit avoir un rôle d'îlotage. Vous savez, cette police de grande proximité qu'on a connue et qu'on n'aurait jamais dû supprimer. Elle doit être au plus près des gens et au cœur de la vie. La proximité, c'est aussi ce que vous souhaitez, Jean-Claude Philippot ? En fait, nous, on souhaite la proximité, et on souhaite la proximité qui permet en fait le renseignement. Je veux dire, les gendarmes dans les campagnes ont une connaissance directe en fait des différentes personnes, et je crois qu'il faut que la police fasse de même, puisse rencontrer, et qu'il y ait en fait des policiers qui soient directement affectés à un quartier et qui puissent parfaitement rencontrer les commerçants, les connaître, discuter avec eux, et puis apprendre ce qui se fait. Et je pense qu'en ce dont on a parlé, en fait, n'est que la conséquence des deals qui se font et qui se font depuis très longtemps et contre lesquels on n'a pas fait grand-chose. Voilà. Éric Hénard, votre avis sur le rôle qu'il faut donner à la police municipale aujourd'hui ? Une police de proximité, une police au contact de la population, pas simplement qui traverse les quartiers en véhicule, mais qui va au contact sur le terrain à pied. Et puis, il y a tout le volet préventif, c'est-à-dire un soutien accru aux associations qui mènent des actions de prévention. On en parlera. Léo Tiburce, votre avis sur cette police municipale ? Donc le même avis, c'est-à-dire il faut la remettre dans les quartiers, y compris dans les annexes de mairie. Mais j'aimerais quand même qu'on se pose aussi les questions sur la jeunesse. On a tendance à amalgamer jeunesse et insécurité. Et j'aimerais vraiment qu'on parle de la politique de la jeunesse, de comment on investit cette politique. Arnaud Robinet, votre position sur la police municipale ? Moi, je souhaiterais qu'elle ait encore plus de compétences et c'est l'objectif du livre blanc que nous avons déposé
avec le maire de Nice et le maire de Toulouse, mais aujourd'hui, je rappelle que nous avons les effectifs suffisants. 120 policiers municipaux, 59 à notre arrivée, ce qui doit nous permettre aujourd'hui de redisposer la police municipale dans l'ensemble des quartiers, une police de proximité, ce n'était pas possible avant parce que les effectifs étaient beaucoup moindres, mais des policiers municipaux dans la rue, dans nos quartiers, et avec une expérimentation qui sont les commissariats mixtes, police nationale, police municipale. En quoi ça consiste exactement ces commissariats mixtes, donc qui mélangeraient police municipale et police Aujourd'hui, nationale? nous avons un gouvernement qui a tendance à supprimer les commissariats de quartier. Et ce que je souhaite, c'est certes, la ville va se substituer d'une certaine manière à l'État, mais c'est d'avoir ces commissariats où on aurait des policiers nationaux, pour les dépôts de plainte par exemple, qui est de la compétence de l'État, et des policiers municipaux qui pourraient prendre position dans ces commissariats, mais je souhaite qu'ils soient plutôt sur le terrain, en direction de la jeunesse, en direction des habitants. Et puis nous allons mettre en place également un commissariat mobile de la police municipale qui pourra aller dans l'ensemble des quartiers de notre ville. Quel regard avez-vous sur ces projets? Je vous vois hausser de l'œil, Gérard Chemla. Écoutez, le nombre de policiers municipaux, c'est pas aujourd'hui qu'il existe. Ça fait quand même un certain temps, pendant le mandat, qu'il y a eu assez de policiers municipaux pour les déployer dans la ville. Et cette notion du déploiement, elle n'a pas été suivie. Et puis allons plus Alors, loin. il est où le problème selon vous? S'il y a, Je pense s'il y a des que policiers et pas de proximité, si je vous comprends oui, bien. bien sûr. Et puis, c'est pas seulement ça. Les policiers, moi, je les ai vus hors Orgeval. On voit arriver 2 voitures, 6 policiers qui descendent, qui vont vers des jeunes, et tout de suite, un rapport de force se met en place. L'idée, c'est pas de les déployer au coup par coup. L'idée, c'est qu'ils soient présents à demeure dans chacun des quartiers, qu'ils soient connus, identifiés. Et c'est ça la proximité. Et puis autre chose, il existe aussi quelque chose qui s'appelle la police de sécurité du quotidien, qui doit être déployée par le gouvernement. Et il faut que Reims obtienne ses effectifs. Alors, pour rassurer le candidat de La République En Marche, nous avons en tout cas une information comme quoi nous allons pouvoir être dotés justement de cette police de sécurité, notamment pour un quartier qui est le quartier Croix-Rouge. Aujourd'hui, cette annonce renforce en tout cas cette volonté de la ville, puisque c'était une demande que j'ai faite auprès du ministre et qui a été, semble-t-il, entendue. Éric Oui, Quénard. il faut effectivement se féliciter que les moyens de l'État se renforcent en matière de sécurité, puisque Arnaud Robinet le sait mieux que quiconque. Il avait voté la diminution de 13 000 postes de policiers nationaux à l'époque. Donc, effectivement, il y a eu un déshabillage de la police nationale. Mais pour revenir concrètement sur ce sujet, il y a de la médiation. Il faut renforcer le volet médiation, c'est-à-dire On va en soutenir parler, je vous promets, les sur la police associations. municipale. Sur la police. Est-ce qu'elle est bien positionnée, la police municipale rémoise? Parce que j'ai le sentiment que Gérard Chemla pense le contraire. Si vous voulez, Allez-y, monsieur Oui, moi Quénard, et je monsieur Philippot pourra considère s'exprimer. effectivement qu'aujourd'hui on doit changer de stratégie en matière de police municipale, car aujourd'hui la police municipale n'est pas suffisamment présente sur le terrain au contact de la population. Et je ne crois pas, contrairement à Arnaud Robinet, que fusionner, rapprocher dans une même entité la police nationale et la police municipale, c'est une bonne solution. Tout simplement parce que ça va jouer de la confusion et il faut de la clarté. Et ces commissariats mixtes, vous n'êtes pas pour non plus, Léo Tiburce? C'est-à-dire que nous, nous préférons qu'elles soient dans les annexes de mairie, au contact plutôt des assistants sociaux, effectivement, plutôt que sous forme de commissariat, police nationale, police C'est-à-dire municipale. Permettez-moi, Ouais. suite aux différents propos des candidats, et notamment du candidat socialiste et du candidat de La République En Marche, Vous allez de arrêter saluer, m'appeler le candidat de La République En Marche. J'ai un nom. Hein. de saluer le travail des policiers municipaux. 59 en 2014, 120 aujourd'hui. Je rappelle que le recrutement de la police municipale ou d'un policier municipal ne se fait pas du jour au lendemain. C'est aujourd'hui une véritable filière administrative sur concours, de la formation également à accompagner. Ils font un travail remarquable. Aujourd'hui, c'est à nous, c'est au maire de Reims, au futur maire de Reims, de réfléchir avec les policiers municipaux à un redimensionnement, je dirais, de l'action de la police municipale dans l'ensemble de nos quartiers. Nous avons les effectifs suffisants aujourd'hui. Jean-Claude Philippot. oui, moi je dirais que comme dommage qu'on est en train de redécouvrir cette police de proximité et qu'on le découvre pour le futur. Alors qu'en fait, il y a quand même possibilité de mettre en place ces policiers bien plus tôt. On n'est pas passé du nombre de 60 à 120 tout de suite. Il y a eu Durant le mandat. durant le mandat, il y a eu un montage. On est monté en puissance et il aurait été possible de le faire. Alors, s'agissant en fait du mixage, je pense que c'est une idée qui était tout à fait intéressante, dans la mesure où la police municipale a une compétence de police administrative par rapport aux différents arrêtés du maire. Mais vous ne craignez pas la confusion, comme Non, je semble pense le au craindre contraire. d'autres Au candidats? contraire, en fait, ça permettra d'accroître la possibilité
aux policiers d'intervenir, alors qu'actuellement, il y a divers domaines dans lesquels ils n'ont pas de compétences. On a Mais parlé il aurait fallu le faire plus tôt. On a parlé des effectifs de police municipale. Il y a aussi le nombre de caméras de vidéosurveillance qui a été multiplié par 6 pendant certes, le mandat. certes. Est-ce que vous êtes pour plus de caméras aussi, Alors, Jean-Claude écoutez, Philippot je ne sais pas s'il en faut plus. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, vous avez des caméras qui sont débranchées et que les caméras ne sont réellement utiles que s'il y a des policiers derrière l'écran prêts à intervenir. Et ce n'est peut-être pas le cas. Léo Tiburce, votre point de vue sur la vidéosurveillance? Non, nous ne sommes pas pour. Les caméras, en fait, c'est qu'un outil. Nous préférons miser sur l'humain. On l'a dit sur les policiers municipaux qui seraient redéployés dans les annexes de mairie. Mais je voulais insister également dans l'humain sur l'importance des médiateurs, d'avoir des médiateurs de rue qui soient basés dans les maisons de Je quartier. vous promets qu'on va en parler. Parlons-en alors. On finit là-dessus. La vidéosurveillance, vous allez continuer à la développer? Vidéoprotection. Vidéoprotection, pardon. Oui, vidéoprotection, oui. Je considère qu'il y a des trous dans la raquette et qu'il faut continuer à la développer. Elle a montré son utilité. Je crois que celles et ceux qui peuvent en parler sont notamment le commissaire départemental et puis le procureur, puisqu'il y a des centaines de réquisitions qui ont permis, d'ailleurs comme aujourd'hui, d'arrêter celles et ceux qui commettent des faits. Quelques mots pour clore ce chapitre police municipale? Pour dire qu'en fait, en matière de caméras, il faudrait, selon nous, qu'il y ait aussi dans le tram, dans les transports collectifs, pour qu'il puisse y avoir à ce niveau une réelle protection. Et puis je pense qu'il faudrait peut-être aussi conserver les images un peu plus longtemps. Et actuellement, elles sont conservées 15 jours. Il faut qu'elles soient conservées, je pense, un mois. Éric Canard. La question de la sécurité, c'est un thème qui doit concerner tout le monde. Et aujourd'hui, on a le sentiment dans les rencontres, dans les échanges qu'on peut avoir avec la population, que c'est pas moi, c'est le bailleur, c'est pas la ville, c'est la police nationale, c'est l'État. Tout le monde se renvoie un peu la patate chaude. Or, la réalité, elle est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des lieux où les échanges se font, où les décisions se prennent ensemble et que les actions doivent être concertées entre le bailleur, la police nationale, la police municipale, les éducateurs, les médiateurs. Et on a aujourd'hui le sentiment que chacun se renvoie la patate chaude et que personne n'agit. J'ai des exemples très concrets d'actions. Je vois notamment dans le Faubourg Cernay où pendant 1 an et demi, il y a eu du trafic de stupéfiants qui a eu lieu sur une entrée d'immeuble et rien n'a été fait. Donc, non, juste un mot et on passe à la non, mais pour répondre, parce prévention. que moi je ne peux pas admettre qu'on pointe du doigt l'ensemble des acteurs de la sécurité. C'est une chaîne et que nous travaillons main dans la main et de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs, que ce soit la police nationale, que ce soit également les bailleurs. Et nous nous rencontrons assez régulièrement. Je rencontre le commissaire départemental une fois par mois et nous avons des réunions dans le cadre du CISPD et dans d'autres lieux où nous arrivons à coordonner l'action en termes de sécurité. Léo Tiburce, vous vouliez parler de prévention, vous allez pouvoir parler de prévention. Comment éviter en amont les actes de violence ou de délinquance? Que faire et sur qui s'appuyer dans les quartiers? Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, s'agissait de se poser des bonnes questions. Quelles sont les perspectives que nous offrons aux jeunes? Quelle est la politique de jeunesse que nous déployons sur le territoire? Et donc nous pensons qu'il faut redéployer une politique jeunesse digne de ce nom sur la ville, dans les maisons de quartier, pour éveiller les jeunes, pour les occuper, pour donner des activités. C'est pas le cas aujourd'hui. Des perspectives. Non, on pense que la politique jeunesse, à l'heure actuelle, quelque part, les jeunes sont laissés à l'abandon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et le deuxième axe, c'est insister sur des médiateurs, avoir des médiateurs qui sont au contact, qui vont tisser des relations avec les publics, qui vont travailler sur le volet pénal, sur le volet du logement, sur le volet de l'insertion par l'activité économique. C'est en recréant du lien social qu'on arrivera à faire bouger les choses. Sur le rôle des médiateurs, mais aussi on a parlé des bailleurs sociaux. Gérard Chemla, quel est votre avis là-dessus? Alors, je ne vais pas parler que des médiateurs. Moi, je propose de mailler la ville avec des maires de quartier qui seront des adjoints maires qui habiteront dans les quartiers dont ils s'occuperont, qui auront à leur côté effectivement cette police municipale déployée et des médiateurs, des éducateurs qu'on remette dans la rue. Et pour revenir sur les maisons de quartier, il faut savoir que les maisons de quartier, c'est la fusion entre des centres sociaux et des MJC. Et le problème, c'est que dans la fusion, les MJC ont en réalité quasiment disparu. Quand vous allez dans les quartiers, les jeunes vous demandent une chose, des salles pour eux. Pourquoi? Parce que, sortis de la petite enfance, ils sont très peu accueillis dans les maisons de quartier, en tous les cas pas dans toutes, et qu'ils sont dehors, livrés à eux-mêmes, sans aucun lieu de rencontre et sans aucune possibilité de faire des choses en commun. Donc il y a un vrai travail de fond à faire.
quartier par quartier, en maillant la ville. Éric Hénard, votre avis sur cette Politique de jeunesse à renforcer, c'est évident. On a un trou dans la raquette, comme il a été dit tout à l'heure. Médiation, évidemment, médiation. Mais pourquoi avoir supprimé les médiateurs de quartier que nous avions mis en place et qui travaillaient sur ces questions de proximité? Des éducateurs. Bien, non, c'était des médiateurs de quartier. Chacun a sa responsabilité. Il y a des éducateurs spécialisés du conseil départemental et il y avait les médiateurs de la ville. Nous les avions créés. Ils ont été aujourd'hui supprimés. Donc on a une forme de déséquilibre dans l'approche que nous avons en matière de sécurité. Nous devons être sur le volet préventif, répressif et aussi d'aide aux victimes. Arnaud Robinet, vous allez pouvoir répondre, mais un mot de Jean-Claude Philippot concernant la prévention. Sur le plan des médiateurs, j'ai une opinion assez mitigée en fait, sur ces médiateurs. Je pense qu'en fait, il faut tout à la fois occuper des jeunes qui souvent s'ennuient, mais aussi aller directement crever les abcès en matière de drogue. N'oubliez pas en fait que quelqu'un qui fait un chouf, qui va prévenir que la police arrive, peut gagner jusqu'à 2 000 € par mois. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une attirance assez forte qui est directement liée à la drogue. Et les médiateurs ne peuvent pas agir, selon vous? Mais les médiateurs, à mon avis, qu'est-ce qu'ils vont le dire? Ils vont le dire, mais je vais pouvoir te trouver un job, mais un job à combien? À 1 200 €. On va lui dire, mais non, c'est pas. Je suis bien mieux payé à faire autre chose. Donc, cassons les réseaux de drogue et ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, occupons les jeunes. C'est pas simple à faire. Sur ces médiateurs dans les quartiers, Arnaud Robinet? Les médiateurs n'ont pas du tout été supprimés, ils ont été redéployés, notamment avec une action à travers le sport. Et c'est donc une autre fonction. Non, ils ont la même fonction, mais le sport est un outil supplémentaire pour aller vers la jeunesse et vers les jeunes. Alors, quand on parle des jeunes, attention, parce que ne pas faire l'amalgame entre jeunesse et forcément insécurité Bien ou sûr, incivilité. on est tous d'accord. Les faits que vous avez relatés tout à l'heure concernent une vingtaine de jeunes qui sont d'ailleurs connus des services de police. Mais ces bandes, elles sont apparues 1 an et demi à Reims et ça inquiète. Aujourd'hui, en politique de la jeunesse, je reconnais, et il y a un travail à faire avec les maisons de quartier, il y a, on reprend l'expression, un trou dans la raquette pour les adolescents. Les maisons de quartier font un travail remarquable pour la petite enfance et pour les seniors et les adultes. Pour les adolescents, 14, 15, 16, voire 17 ans, il y a peut-être un manque en termes d'activité. Je me suis rendu, pas plus tard qu'il y a 48 heures, à la maison de quartier Orgeval. J'ai pu constater qu'il y a une demande, par exemple, pour faire du basket. Et les jeunes me disent, il faut que l'on se crée en association. Non, pas besoin d'association. La maison de quartier est là pour vous accueillir, est là pour mettre en place un certain nombre d'activités. Quant à la demande des salles, vous savez, ça fait des années, et je crois qu'Éric Hénard peut le confirmer, depuis des années on entend on veut des salles, on veut des salles. Mais nous avons besoin d'une structure associative. Quel projet derrière? Quel support derrière cette association pour pouvoir bénéficier d'une salle? Il n'est pas question de mettre une salle pour jouer à la PS4 ou autre. Il doit y avoir un vrai projet éducatif derrière. Gérard Chemla, je vous vois encore une fois hausser les sourcils. Parce que moi, j'étais à Orgeval il y a quelques jours aussi, et je n'ai pas pu rentrer dans la maison de quartier, puisqu'on m'a expliqué que les candidats aux élections n'avaient pas le droit d'y rentrer. Et quant au problème des associations du basket, il se trouve que petit à petit, il y a des fractures qui se sont faites entre la maison de quartier, et notamment celle d'Orgeval, et une partie des jeunes. Et donc, renvoyer les jeunes dans la maison de quartier, ça ne correspond à rien. Et le fait de demander des salles, même s'il n'y a pas de projet associatif derrière, c'est une réponse qu'on doit donner, parce que sinon on renvoie les jeunes sur la place de Fermat ou dans les cages d'escalier. Et l'idée, c'est pas simplement d'être sécuritaire. L'idée, c'est d'offrir le moyen à des jeunes de se retrouver et, si possible, dans le cadre d'une autodiscipline, d'un contrat qu'on fera, d'avoir une existence qui ne soit pas simplement une existence sous les yeux de la police. Éric Hénard, on a un manque d'infrastructures dans certains quartiers, selon vous? Il y a des infrastructures, il y a des outils qui sont à disposition. Parfois, c'est les moyens qui manquent. Les associations, notamment, et notamment celles qui œuvrent dans le domaine de l'éducation populaire, ont vu un certain nombre de moyens se réduire sous la mandature qui se termine. Je suis peut-être des seuls candidats, celui qui vit dans un quartier populaire. Je vis dans le quartier Croix-Rouge. Plus d'1 mois, il a fallu pour retirer une voiture calcinée à 50 mètres de mon domicile. Est-ce que vous pensez, à un moment, que si cette voiture avait été installée en cœur de ville, cette voiture n'aurait pas été retirée en quelques jours? C'est aussi ça qui crée le fossé entre, d'un côté, les habitants des quartiers populaires et des faubourgs, et le sentiment qu'on n'est pas traité de la même. Il n'y a pas de sous-citoyens à Reims. On est tous citoyens, on doit être traités avec la même force, la même réactivité de la part des services. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Claude Philippot? S'agissant, on fait du sport. Il y a à peu près un peu plus d'1 an, j'étais intervenu dans le conseil municipal pour indiquer qu'il était peut-être dommage que certains établissements sportifs soient fermés dimanche, le samedi. Et
la représentante en fait de la majorité a indiqué que c'était un élément qui avait été pris en compte. On a mis quelques années pour le prendre en compte. Et je pense que les jeunes doivent pouvoir effectivement faire du sport le dimanche en escalader les différents murs qui entourent ces installations. Léo Tiburce, dernier mot. Je voulais revenir aussi sur les maisons de quartier. Pour nous, c'est la base de la citoyenneté, de la vie culturelle, de la vie socio-culturelle. Alors qu'est-ce qu'on y met des quartiers. dans ces Et maisons donc, de quartier je disais, donc, on remet, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, la petite enfance, il y a des choses intéressantes qui sont faites sur la famille, sur l'intergénérationnel, mais il y a un vrai problème sur la politique jeunesse. Il faut remettre des animateurs jeunes, il faut recréer des activités sur le sport, sur la culture, sur l'éveil à la nature. Il faut recréer un projet. Et je rajouterai une autre idée, c'est il faut donner aussi des perspectives d'emploi. Nous, on propose de multiplier les services civiques. C'est des tremplins vers l'emploi. Il faut donner des perspectives. C'est ça l'enjeu. Messieurs, on arrive à la deuxième partie de ce débat, même si on a déjà entamé cette question voilà quelques minutes. On l'a vu, des problèmes sociaux dans les quartiers sensibles de Reims, même s'ils ne se résument pas à cela. Et c'est heureux, mais il y a très clairement une forme de cassure entre centre-ville et périphérie. Comment faire pour mieux intégrer centre-ville et périphérie? On parle maintenant d'habitat, on parle d'équipement public, deux outils qui sont au service du maire. Si vous êtes élu, quelles sont vos propositions pour réduire ce clivage? Justement, Monsieur Quénard. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut que chaque citoyen soit traité de la même manière. On a parlé de questions de prévention, on a parlé de questions de moyens affectés notamment aux politiques publiques, en matière de jeunesse, en matière de soutien aux structures de proximité que peuvent être les maisons de quartier. Sur la mandature qui vient de se terminer, Arnaud Robinet le contestera sans doute, 15,5 millions d'euros ont été investis en moins dans le tissu associatif. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on réduit les moyens aux associations qui font cette cohésion sociale, qui font ce lien de proximité avec les habitants, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les liens se distendent et qu'on crée des situations explosives. Arnaud Robinet s'agace. On vous écoute pour quelques mots. Non, je ne m'agace pas parce que c'est un débat que nous avons au conseil municipal. Vous savez, des propos caricaturaux, j'en ai entendu. Oui, il y a eu une baisse de l'enveloppe globale des subventions de 5% en 2014, qui n'a concerné que l'année 2014. Et toutes les associations ont été répertoriées. Chaque situation d'association a été étudiée. Les associations ont vu leurs subventions augmenter, d'autres réduites, en fonction, bien sûr, de ce qu'ils avaient pas le toléré. chiffre de 15 millions d'euros en moins Non, parce au que, total. parce que M. Quénard Rapidement, multiplie par 5 ou par 6 la diminution de 2014. Une subvention est quelque chose de libéral. D'accord, ça a évolué durant les 6 ans. Bien sûr. Donc, par rapport à votre question sur les équipements, on a pu constater, nous, par exemple, qu'il manquait des maisons de santé, un accès aux soins qui était différent selon certains quartiers. Donc, je pense que, par exemple, il faut essayer, effectivement, remettre des maisons de santé pluridisciplinaires dans les quartiers qui en manquent. Par exemple, Croix-Rouge, Châtillon, Europe. Et donc, c'est agir sur la prévention, c'est agir sur le dépistage. Donc, comme ça a pu être fait, d'ailleurs, à Orgeval. Donc, il y a aussi une politique, effectivement, équipementière à mener, aussi sur le volet culturel. On voit bien que sur le volet culturel, il y a une concentration, notamment en centre-ville, d'un certain nombre d'équipements. Donc, voilà, on peut réfléchir à ça. Installer, je disais, des cinémas dans la plupart des maisons de quartier, des salles de projection. Réfléchir à cette question d'équipement, mais bien entendu, c'est l'humain qui va primer. Jean-Claude Philippot. Personnellement, je pense qu'il y a au moins une différence en fait d'équipement. La réduction du clivage. Oui, clivage. Je pense que le clivage provient essentiellement d'un problème culturel. Je verrais personnellement plutôt une solution qui consisterait, dans le cadre du périscolaire, de faire un réenracinement dans la France, ses traditions, la fierté d'être français. Je crois que les vrais problèmes actuels viennent justement du fait qu'on oppose les différentes communautés au lieu de les rassembler, et on ne peut les rassembler qu'autour de la nation. Donc je pense qu'il y a un rôle fondamental qui est le rôle de l'école, et je pense que lorsque ce rôle aura été rempli, tout ira mieux sans pour autant qu'on crée de nouvelles structures, etc. Je pense que l'essentiel, c'est le culturel. Est-ce qu'on peut parler d'un déséquilibre entre les équipements des quartiers périphériques et du centre-ville, Gérard Chamelin? On peut parler d'une fracture totale. C'est-à-dire que vous avez le centre-ville et vous avez le reste de la ville. Et on n'a pas simplement concentré au centre quelques salles de spectacle, on a tout concentré sur le centre, avec une sensation d'abandon complet lorsque vous allez dans les quartiers. Et il y a un travail de fond qui est à faire pour rendre de la vie dans ces quartiers et surtout permettre aux habitants de comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés. Quelle est la priorité selon vous? Alors,
concrètement, c'est un travail qui est global. Je vais revenir sur mes maires de quartier. Il faut répondre globalement, quartier par quartier, aux besoins. Et alors, vous avez un problème sur l'habitat. Il y a des taudis. Vous avez eu des immeubles qui ont été refaits, où on n'a refait d'un travail cosmétique. On a eu une politique de logement et de peuplement qui est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on a concentré des populations venant de mêmes endroits dans certains quartiers, ce qui fait que maintenant vous avez le quartier des Guyanais, le quartier des Tchétchènes, le quartier des Maghrébins. Et c'est la faute des bailleurs ? Écoutez, c'est la faute de ceux qui attribuent les logements et qui le font en fabriquant des ghettos. On a l'ANRU qui se réalise et quelques temps plus tard, on remet les gens ensemble sur des critères que je ne comprends pas et qui ne sont pas admissibles. Et il y a un travail de fond qui est à entamer sur ce point-là. Un travail de fond avec les bailleurs sociaux. Avec notamment les bailleurs sociaux. Et on rappellera quand même que la mairie fait partie des commissions d'attribution des logements. Éric Quesnard, sur cette question, comment on réduit le clivage ? Comment on réduit le clivage et comment on conduit des politiques publiques qui peuvent permettre à des jeunes, notamment, mais pas seulement, d'accéder à l'emploi ? Parce que l'une des préoccupations majeures qu'on a dans nos quartiers, c'est évidemment l'accès à l'emploi. Alors, il y a des dispositifs qui existent. Par exemple, nous, on avait proposé qu'on expérimente à Reims le dispositif zéro chômeur de longue durée. Monsieur le maire, vous l'aviez refusé à l'époque. Oui. On avait proposé de créer une régie de quartier et de l'expérimenter sur le quartier Croix-Rouge, en lien avec les bailleurs, pour permettre d'insérer des gens qui étaient éloignés de l'emploi, notamment des jeunes. Ça a été abandonné. Et donc, il y a aussi des faits concrets, il y a aussi des dispositifs qui existent, qui peuvent être activés si on a une politique volontariste dans ces quartiers. Malheureusement, ça n'a pas été le cas sur les 6 ans qui viennent de se terminer. Léo Tiburcio, on vous a pas entendu sur oui, cette je voulais réagir à ce que disait M. Chemla sur la spécialisation territoriale. Là, je suis d'accord et je vois que les nouveaux projets d'urbanisme, les nouveaux projets de logement qui se situent ailleurs dans les quartiers ne font plus de mixité sociale parce qu'on raisonne la mixité sociale à l'échelle globale. On dit on a 45% de logements sociaux, donc les nouveaux logements, ça sera plus des logements sociaux. Donc il faut continuer à raisonner cette mixité sociale à l'échelle de tous les nouveaux quartiers, de toutes les nouvelles constructions, pour éviter justement à l'avenir cette question de ségrégation, de spécialisation territoriale. Est-ce qu'on a oublié les quartiers périphériques ? Alors, 2 ou 3 points. Vous savez, ce discours de quartier abandonné, il y a un moment, il faut voir véritablement ce qui s'y passe et quelle est la réalité. Quelles que soient les municipalités en place, celles à laquelle appartenait M. Quesnard, celle d'aujourd'hui, quels que soient les gouvernements, de droite comme de gauche, ce sont des milliards qui ont été investis dans nos quartiers. Il faut être véridique. Vous avez fait des choses, nous avons fait des choses. Et donc ce discours de dire les quartiers sont abandonnés, c'est faux. Aujourd'hui, pour résoudre le problème, et là je suis d'accord avec M. Chemla, candidat de La République En Marche, sur la question de la politique de peuplement. La politique de peuplement qui est faite par nos bailleurs a amené à un certain déséquilibre. Et notamment, on ne peut plus parler de mixité dans nos quartiers aujourd'hui, et on a ghettoisé un certain nombre de secteurs. C'est pour ça que dans le cadre de la rénovation urbaine, nous sommes battus avec la présidente du Grand Reims pour que Reims bénéficie d'une dérogation. Parce qu'il faut aussi dédensifier nos quartiers prioritaires. Donc, plus de quartiers rénovés que prévu. Mais au-delà de ça, plus de quartiers rénovés, certes, mais surtout, nous ne répondons pas à ce critère du 1 pour 1, un logement détruit, un logement reconstruit. Parce qu'il faut dédensifier nos quartiers et revoir totalement cette politique de peuplement. Et il est vrai que les élus avaient déserté les commissions d'attribution de logements. Et nous avons demandé aux élus, aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, de revenir dans ces conseils et de ces attributions de logements. On a parlé tout à l'heure des équipements du centre-ville, on va peut-être les nommer. Sur cette question, enfin, je fais deux remarques. Je pense, et je l'ai déjà signalé en conseil municipal, je pense qu'il faut que les oppositions soient présentes dans les commissions d'attribution pour pouvoir voir ce qui s'est fait et ne pas imaginer éventuellement des choses qui sont totalement fausses, mais qui peut-être sont réelles. Et par ailleurs, quand on parle de communautarisation, je pense qu'il est dommage qu'on ait mis en place et accueilli des migrants en 2016. On a fait une motion Reims sans migrants qui a été rejetée par l'ensemble, par la majorité et par l'opposition de gauche. On ne peut pas dénoncer aujourd'hui la communautarisation et puis continuer d'accueillir toute la misère du monde. C'est deux choses différentes. On va parler des équipements du centre-ville. Vous les avez presque nommés. On va
les nommer maintenant. Le projet Reims Grand Centre, c'est la construction en cours sur l'ancien site du CERNAM d'un complexe aqualudique et d'une salle Arena. Selon vous, Léo Tiburce, ces équipements, ils vont profiter à tous les habitants ? Non, parce que pour nous, notamment le parti Reims Arena, c'est ce qu'on appelle un grand projet inutile. C'est un grand projet inutile qui gaspille de l'argent public et qui est un coût social, un coût environnemental. Pourquoi ? Il y a une telle salle qui existe à Épernay, il y a une telle salle qui existe à Châlons-en-Champagne. Donc nous ne sommes pas d'accord, nous sommes contre, c'est anti-écologique, c'est antisocial parce que cet argent aurait pu être investi justement dans les maisons de quartier, dans les quartiers pour créer d'autres équipements. On a encore une fois donc la concentrée en ville et c'est ce qu'on appelle un grand projet inutile. Jean-Claude Philippot, Oui. c'est trop d'argent dépensé selon vous ? Écoutez, moi je pense qu'il convient de dire qu'il fallait faire un complexe aqualudique. Par contre, pour ce qui est de l'événementiel, je serais plus réservé. Et je dis que l'événementiel, actuellement, on est en train d'engager Reims dans 190 millions d'euros sur 25 ans, 91 en investissement et 45 en fonctionnement, qui ne sont pas des dettes directes parce qu'il n'y a pas d'emprunt bancaire, mais qui sont des dettes réelles dans la mesure où en fait il faudra payer pendant 25 ans et donc aider les délégataires face aux banques. Voilà. Mais il fallait, par contre, le complexe aqualudique était tout à fait nécessaire. Il était dans notre projet de 2014. Nécessaire, trop coûteux ? Éric Hénard ? Il fallait un complexe aqualudique, nous l'avions dans notre projet, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il fallait sans doute une salle, sans doute davantage travailler en complémentarité avec Châlons et Épernay. Le seul souci pour moi que je vois sur ces deux projets, c'est que les deux projets vont être concentrés à un endroit qui est aujourd'hui totalement congestionné en termes de circulation. Et l'enjeu, c'est de ne pas faire ce qui s'est passé pour Auguste Delaune quand on a refait Auguste Delaune. Aujourd'hui, on voit toutes les voitures garées n'importe comment, tous les soirs de match, et je crains demain que sur le site CERNAM, on soit confronté au même problème avec cette situation. Arnaud Robinet va bien sûr pouvoir répondre, mais Oui. Gérard Chemelin. Bien sûr, Arnaud Robinet. On fait passer la parole. Bien sûr. Oui, on revient sur l'entassement. Tout doit être... Mais est-ce que c'est une réponse, pardonnez-moi? Oui, non, mais on parle du clivage entre le centre-ville et la périphérie. Est-ce que ça peut être une manière de répondre à ce clivage Mais bien de ces sûr. équipements? Parce que ça Mais peut permettre... À cet endroit-là, non. Ça peut avoir du sens, peut-être. À cet endroit-là, non. Comment se déplacent les gens à Reims? Dans la majorité des cas, ils vont venir en voiture, ils vont engorger la place de la République, qui est déjà une des places les plus engorgées de Reims. Et il est évident que ce n'est pas à cet endroit-là qu'on va répondre au clivage. On va au contraire encore plus mettre en valeur le centre-ville. Et puis ajoutons autre chose. Moi, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur l'opacité des financements de ce genre de structures qui sont financées par ce qu'on appelle des partenariats publics-privés qui n'apparaissent pas dans le budget et dont moi je suis incapable de connaître le coût. C'est classique, hein, en l'occurrence, Non, c'est pas si une entreprise classique que privée ça. qui Ce ne sont investit pas des et il y a un PPI, loyer qui est payé. C'est classique, ça arrive souvent. Oui, sauf que personne ne sait si les prix sont fixes et si... Voilà, Bon, Non mais, on l'a vu sur le tramway. non mais la réponse d'Arnaud Robinet. oui, Parce qu'il y a beaucoup de choses. Non, mais là-dessus, sur ce que dit Monsieur Chemla, en tout cas, le financement et les projets sont disponibles, les documents sont ouverts au public et on n'est pas du tout dans le même schéma que pour le tramway. Nous ne sommes pas sur un PPP, comme vous le dites, que l'on peut connaître. Moi, quand j'entends l'ensemble des candidats, j'ai l'impression qu'ils souhaitent que les habitants de nos quartiers, de nos faubourgs, restent chez eux et ne sortent pas des quartiers. Mais moi, j'ai une vision totalement autre. Ce ne sont pas des équipements du centre-ville, ce sont des équipements pour l'ensemble de la ville. Ces équipements sont là pourquoi? Premièrement, reconversion d'une friche. Je rappelle que l'ancien projet était d'y mettre un hypermarché. Ils sont accessibles par le tramway, par les transports en commun. Et puis, une autre raison. J'entends vouloir construire des équipements en périphérie ou ailleurs. Mais nous refusons d'urbaniser les terres agricoles et que la ville ne peut s'étendre. Et le SCOT réduit l'urbanisation des terres agricoles. Nous avons des friches, Le SCOT, autant c'est en un profiter. schéma, hein, Un schéma. J'ai une vraie divergence là Allez-y, sur Eric ce Hénard. plan-là avec Arnaud Robinet. Sous la mandature précédente, on a fait le choix de mettre des équipements structurants dans les quartiers. C'était la friche artistique dans le quartier Orgeval, c'était le planétarium sur le quartier Wilson, c'était l'équipement
culturel que vous avez abandonné à votre équipe au cœur du quartier Croix-Rouge avec des studios d'enregistrement, avec... C'était ça, oui, vieux débat, mais c'est une vision de la ville. Quand on concentre une grande partie des investissements en cœur de ville, il y a un certain nombre de concitoyens qui se sentent non concernés par les investissements qu'on fait. Et donc c'est ça la grosse différence que nous pouvions avoir par rapport à ça. Les investissements, je pourrais citer 2 autres investissements dans des quartiers, les maisons de quartier Épinette, les maisons de quartier à Croix-Rouge. Les investissements sont faits dans l'ensemble de la ville. Mais arrêtons d'opposer les Rémois les uns aux autres. Ces équipements sont des équipements pour l'ensemble de la population. Arrêtons de dire qu'ils ne vont appartenir qu'aux gens du centre-ville. Et sur la question du congestionnement du centre-ville, il y a, d'ailleurs, l'entrée au complexe ou à l'Arena ne se fera pas par la place de la République. Donc je ne vois pas pourquoi on continue à raconter n'importe quoi sur ce sujet, puisque la voie nord a été créée et que l'entrée se fera via la voie nord. Je rappelle que de la place de la République, c'est une voie qui sera uniquement dédiée aux mobilités douces et en transport en commun. Donc les voitures ne passeront pas place de la Encore République. Une fois, vous êtes en avance en termes de temps de Oui, parole, c'est normal. Allez-y, monsieur Philippot. Pour une fois, je suis Et on d'accord termine avec... sur ce thème. Pour une fois, je suis d'accord avec Arnaud Robinet. Je pense qu'on ne peut pas reprocher, en fait, actuellement, le projet de concentration en centre-ville, à mon avis, était intéressant. On ne peut pas vouloir la mixité et mettre des établissements à l'extérieur. Au contraire, on met tout au centre pour que les personnes qui habitent à l'extérieur puissent profiter du centre. Je crois que ce n'est pas antinomique, parce que sinon, c'est un véritable ghetto, chacun étant dans son coin, et des communautés ayant leurs propres activités. Messieurs, Permets juste de rebondir rapidement, c'était pour expliquer notre position sur Reims Arena. En fait, il faut bien comprendre que les salles, par exemple, d'Épernay sont vacantes à 40%, elles sont sous-utilisées. Mais nous, plutôt qu'une usine à culture qui va regrouper 10 000 personnes au même endroit, nous préférons créer des dizaines de cafés culturels, des dizaines de cafés associatifs partout dans la ville. c'est une philosophie C'est pas différente. antinomique et... Non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Messieurs, troisième et dernière partie de ce débat. Vous voyez, ça va vite. L'environnement et la lutte contre la pollution, avec d'abord une question sur l'aménagement de la voie Tétinger, bien évidemment. Une autoroute qui coupe la ville en deux. Un contournement a été créé, mais il est payant. Résultat, beaucoup de poids lourds et des voitures en plein centre-ville. Sophie. La ville de Reims fait partie des 12 agglomérations françaises épinglées pour la mauvaise qualité de l'air en octobre dernier. Quelle est votre proposition pour réduire la pollution de l'air, liée notamment donc, à cette traversée urbaine de Reims, Léo Tiburce? Donc pour nous, c'est un enjeu majeur parce que c'est l'enjeu de la santé publique de nos concitoyens. Donc pour nous, il faut agir rapidement, urgemment sur cette traversée urbaine, c'est-à-dire réduire la vitesse, faire que, en fait, elle soit moins attractive pour que ça devienne une zone de desserte de Reims et non plus une zone de transit. On réduit à combien? On est à 70 90 km/h. 70 km/h déjà. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut aussi également y implanter des talus végétalisés, des murs anti-bruit, parce que quand vous êtes sur la coulée verte, c'est tout simplement insupportable cette autoroute. Et ensuite, dans un second temps, je pense en termes de phasage, on pourra imaginer que cette traversée, réfléchir à ce qu'elle puisse être rétrocédée à la communauté urbaine, pour après la transformer dans un deuxième temps en boulevard urbain. Mais il y a d'abord cette urgence de réduction de la vitesse. Quelle est votre position concrète sur cette voie Tétinger? La réduction de la vitesse et les 90 à 70 ont bien montré que ce n'est pas la réduction de la vitesse qui va faire baisser la pollution ou améliorer la qualité de l'air. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette voie Jean Tétinger, elle est nécessaire. Et que les fausses bonnes idées qui amèneraient à supprimer ou aller rapidement à réduire le nombre de voies vont transférer une partie de la circulation dans la ville. Embouteillage et donc augmentation de la pollution. Il faut aller étape par étape. Premièrement, les aménagements, et je rejoins M. Tiburce, les aménagements le long de la coulée verte, notamment sur la partie qui est la plus proche de la voie Jean Tétinger. Il y a des aménagements possibles. Deuxièmement, terminer le contournement est de Reims, reliant la voie des Tondeurs à la 34. Travailler avec la SANEF pour inciter à quelle échéance le camion. Ces travaux? Ces travaux aujourd'hui, vous savez, ça prend énormément de temps, puisqu'il a fallu que les collectivités se portent acquéreurs du foncier. C'est chose faite aujourd'hui. On va continuer budgété. à faire tourner la parole, mais j'aimerais que Éric Quénard et les autres candidats s'expriment sur cette question. Monsieur Philippot. Oui, en fait, dans notre projet, il y a la prise en compte en fait, de cette problématique, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faudrait indiquer qu'il serait peut-être intéressant d'avoir un vrai périph' rémois. Et je pense que le boulevard Tétinger aménagé permettra d'aller dans ce sens, mais il faut interdire par arrêter le transit des poids lourds. Comment on fait pour interdire le transit des poids lourds? Arrêter des contrôles, et des contrôles, c'est tout à fait possible.
Un arrêté, monsieur Philippot, il faut rappeler quand même que cette voie n'est pas une voie communale ou intercommunale. Non, mais tout à fait. Concession SANEF-État jusqu'en 2032. Non, mais tout à Ce fait. n'est pas un arrêté municipal qui va changer les choses. Mais il faut, je pense, dans la mesure où on sait très bien, mais de mélanger ce que fait Reims et Grand Reims quand ça avantage les propos de l'actuel maire, je pense qu'il faut aussi peut-être négocier pour qu'il y ait la possibilité d'interdire les transits au niveau de Tétinger, et il faut effectivement poursuivre l'étendeur 34 qui commencera d'entourer Reims. Mais bien au-delà de ça, nous sommes partisans, nous personnellement, nous sommes partisans, on fait de l'utilisation des voies ferrées qui entourent. Restons bien sur Tétinger, s'il vous Tétinger, plaît. d'accord. Éric Quénard, Oui. qu'est-ce qu'on fait concrètement? Aujourd'hui, c'est une voie polluée. C'est quand même l'endroit où les habitants, les familles, les joggeurs, les gens se promènent le long des berges du canal. C'est l'endroit le plus pollué. Donc, il faut agir. Il ne faut pas agir en 2032 en disant il y a une concession avec la SANEF, etc. Il faut agir maintenant. À la fin de la mandature, nous avions engagé des discussions avec la SANEF pour reprendre la gestion de cette voirie. Depuis 6 ans, il n'y a eu aucun élément de discussion pour pouvoir la reprendre et commencer à faire des aménagements. La question de la santé publique, elle ne peut pas attendre. On ne peut pas dire il faut attendre hypothétiquement d'ici 10-15 ans d'avoir un contournement nord. Il faut agir maintenant, mais il faut agir à la fois sur la traversée urbaine, mais aussi sur les berges du canal, car les deux sont liés en Alors termes la priorité, d'aménagement. ce serait quoi? Premier aménagement Oui, à faire? Ouais, on agit Premier comment? aménagement. La première des choses, il faut que le Grand Reims, puisque c'est le Grand Reims maintenant qui a la compétence, reprenne la gestion de cet axe. C'est le premier Est-ce qu'on enlève une engagement. voie? Est-ce qu'on baisse la vitesse? Le Dites-nous concrètement ce que vous voulez. deuxième axe, il faut que ça soit construit avec les habitants. Et moi, je propose qu'avec les habitants, qu'avec les experts, qu'avec les élus, on travaille sur 2-3 grandes orientations. 1, limitation de la pollution. 2, amélioration du cadre de vie. 3, on recoue la ville, puisque cette traversée urbaine a coupé la ville en deux, et on lance un grand concours, une fois qu'on a travaillé sur ce cahier des charges, on lance un grand concours d'architectes, d'urbanistes pour proposer un certain nombre de solutions qui permettraient, 1, la traversée urbaine avec l'usage des transports en commun, 2, des axes avec les vélos, l'augmentation de la taille des berges du canal. Pourquoi ne pas Voilà. réduire d'une voie tout de Ben suite? oui. C'est facile Ben, ça. Mais à immédiatement, vous entendre, c'est compliqué. Immédiatement, il faut déjà que la collectivité reprenne la gestion de cette traversée urbaine. Et c'est ça le premier préalable. Il faut que tout le monde s'explique sur cette question, bien sûr. Gérard Oui. Chemla. Déjà, la première chose, c'est que le contournement de Reims, c'est quelque chose qui date des années 90. Vous n'y croyez pas, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a perdu un temps phénoménal à finir ce contournement. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire qu'en diminuant le nombre de voies sur la voie Tétinger, on va diminuer la pollution. Moins de bruit. Si c'est pour faire la même chose qu'à Paris et emboliser complètement et créer des embouteillages sur la voie Tétinger, on n'arrivera à rien. Ce que je propose, moi, c'est que le plus rapidement possible, on s'adresse à des spécialistes et à des experts qui vont nous proposer les projets possibles. Et une fois que les projets possibles auront été élaborés, qu'on les chiffre, qu'on les évalue en termes de conséquences, et, je finis, et qu'on fasse voter les habitants du Grand Reims. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être structurant pour les 30 années qui suivent, et il est essentiel que les gens choisissent leur sort. Et est-ce qu'on réduit la vitesse de 90 à 70 C'est une, km/h? c'est une question qui n'a pas d'intérêt quand vous nous la posez à nous. On réduit la vitesse si ça diminue la pollution. Si vous êtes capable de me dire qu'avec certitude, la diminution de la vitesse diminue la pollution, on va réduire la vitesse. Est-ce qu'on peut interdire les camions? Bien sûr, on peut interdire en tous les cas. On peut aussi adopter l'équivalent. Pas d'accord là-dessus. On peut adopter l'équivalent des vignettes critères et négocier avec l'État. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que c'est une concession. Cette partie d'autoroute qui n'est pas payante n'est pas stratégique pour la SANEF. Il n'y aura pas de difficulté. Réduire la vitesse, c'était pour la rendre moins attrayante. C'était ça. Mais juste, je voudrais amener un nouvel élément quand même au débat. Tant que ce problème n'est pas réglé, comme on a dit, il y a une urgence sanitaire. Tant que ce problème n'est pas réglé, on ne peut pas construire, comme on est en train de le faire, un projet de 700 logements au Renault Pont-de-Vel, du projet Renault Pont-de-Vel, pour y mettre donc 700 logements, des seniors et des étudiants, à croire qu'on a fait exprès. Et donc, je trouve que c'est un scandale sanitaire. Donc là, nous demandons ce soir l'arrêt du projet. Est-ce qu'il y a une urgence sur cette voie Tétinger? Mais bien sûr, vous savez, je suis issu du milieu médical. Tout ce qui va toucher à la santé de mes concitoyens, bien sûr que pour moi, c'est primordial. Mais je dis attention,
Arrêtons de faire peur, arrêtons de raconter aussi parfois n'importe quoi. Enfin, parmi le débat, je vois que celui qui connaît le mieux le dossier parmi mes adversaires ou mes concurrents, c'est M. Quesnard, qui a eu aussi en charge en tant que premier adjoint le sujet. J'entends les vignettes critères et autres, etc. M. Quesnard, qui siège au conseil municipal, est au courant que nous avons mis en place la fameuse ZFE, zone à faible émission, avant que l'État le demande d'ailleurs, qui va nous permettre justement de réguler la circulation aussi bien sur la voie Jean-Tétinger, mais que sur l'ensemble de la ville pour, à terme... Combien ça coûte de finale périphérique? 25 millions d'euros. Et vous les aurez dans le prochain mandat? Mais vous savez, comme en 2014, tout ce qui est proposé dans le contrat que je proposerai moi est financé et budgété. Les finances de la ville et la gestion qui était la nôtre durant 6 ans le permettent. Messieurs, on passe au bus, si vous le voulez bien. On est toujours dans les transports. Et cette question s'adresse à vous, Monsieur Tiburce. Qu'est-ce qui doit changer dans le réseau pour encourager les Rémois à prendre le bus ou le tram? Donc nous, ce que nous imaginons, c'est développer ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service. Ce sont des bus donc, qui circulent sur des voies dédiées. Ça a l'avantage d'être moins coûteux qu'un tram et c'est efficace en termes de desserte, en termes de rapidité, en termes de fréquence, avec des fréquences, on va dire, de 5, 7 à 10 minutes. Nous imaginons réfléchir à 2 lignes à haut niveau de service, donc ligne 1 actuelle, ligne 3 actuelle, voire ligne 5 si on peut. Mais et également, nous aimerions réfléchir à ce que ces bus soient des bus à énergie propre. Nous souhaiterions investir une énergie qui s'appelle l'hydrogène vert, donc avoir une unité de production sur le territoire. Si c'est possible, à expertiser. Mais je pense que nos bus doivent gagner en efficacité, doivent gagner en desserte et ils doivent être desservis par une myriade de parkings relais. C'est-à-dire, nous imaginons 8 parkings relais autour de la ville. Il y en a 3 aujourd'hui pour en fait, inciter tous ceux les non-rémois qui viennent sur la ville à pouvoir se garer et prendre le bus de façon efficace. Voilà comment on peut déjà réduire la circulation de façon efficace. Est-ce que vous êtes pour la gratuité des transports publics? Nous sommes pour la gratuité progressive, considérant effectivement notre priorité, elle est d'abord celle de la desserte, d'améliorer la desserte et l'efficacité. La gratuité, nous voulons l'expérimenter d'abord, par exemple, lors de pics de pollution, lors d'événements. Nous sommes pour une expérimentation très progressive. À mon avis, la priorité, c'est améliorer le service. Oui, Monsieur Philippot, même question. Comment on fait pour encourager l'usage du bus? Je pense qu'il faut s'inspirer d'expériences qui sont faites actuellement dans des villes, par exemple Strasbourg, par exemple Grenoble. Alors, il ne faut pas faire que du tram, parce que le tram, c'est hors de prix, mais il faut que les transports collectifs permettent, sans attendre plus de 5 minutes, d'avoir une correspondance. Par ailleurs, pour diminuer les différents trajets, il faudrait qu'il y ait davantage de parking extérieur, incitatif. Et pas relais, c'est ce que disait M. Philippot. Et comme à Strasbourg, on fait une possibilité d'avoir 3 places gratuites dans le bus pour la personne qui est directement avec le conducteur. Et là, je pense qu'il y aura davantage de réduction de trafic, mais il faut aussi réduire le trafic pour ceux qui sont en ville. Et je pense que le problème du trafic en ville, c'est qu'il y a obligatoirement l'obligation de passer par le centre-ville, quand il faudrait avoir, comme je disais, la possibilité, par un périph', de passer du nord au sud sans traverser la ville. Donc réduire la place de la voiture dans le centre-ville. Réduire la place de la voiture, mais cette réduction ne peut se faire que par des infrastructures. On ne peut pas l'interdire. Donc c'est l'infrastructure qui crée la possibilité de se passer de la voiture. Est-ce que la gratuité, la non-gratuité des transports, c'est une question, Éric Quesnard? Oui, bien sûr, c'est une question, mais je pense qu'il faut se dire aussi qu'il y a aujourd'hui un contrat avec un délégataire qui gère les transports en commun. Et ce contrat, il court encore pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc l'enjeu là, c'est un rendez-vous qui a lieu en avril 2020, ce qu'on appelle la clause de revoyure, où toutes ces questions ont vocation à être discutées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce contrat est un carcan. Parce qu'il a forcé, par exemple, la collectivité à réduire de 600 000 km par an le réseau de transport en commun. Donc on a dégradé le réseau de transport en commun pour arriver à un équilibre financier. Donc là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de travailler à la fois sur les bus à haut niveau de service. Pourquoi? Parce qu'il faut augmenter la vitesse commerciale. Les voies spéciales. Si la vitesse commerciale se réduit pour les bus, les transports en commun sont moins attractifs. Et donc, si on veut qu'il y ait plus d'usagers, il faut que ce soit plus rapide. Donc, les deux lignes de bus à haut niveau de service. Est-ce qu'il faut aussi des incitations financières? Il faut aussi la gratuité. On propose une gratuité des transports pour les moins de 25 ans expérimentés sur 1 an et pour tous le week-end. Ça nous permettra de voir l'incidence. Est-ce qu'effectivement, il y a plus de personnes qui prennent les transports? Est-ce qu'on a moins recours à la voiture? Et ensuite, de voir si on étend le dispositif. Ça vous paraît viable, cette idée de gratuité, Gérard Chebla? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ne prennent le bus que ceux qui n'ont pas d'autre choix. Et donc, la vraie question, c'est comment
peut-on enseigner aux Rémois à prendre le bus? C'est toute la question. Et c'est un problème de culture. Si c'est un problème de prix, il faut aller vers la gratuité. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un problème de prix. Et donc, le vrai travail, c'est culturellement d'amener les gens vers le transport en commun. Alors c'est vrai qu'il faut que ce soit des transports qui soient plus agréables. Aujourd'hui, moi je veux bien qu'on parle des bus du futur, mais les bus d'aujourd'hui, ils sont épouvantables. Ils sentent mauvais, ils font du bruit, ils sont polluants, ils sont énormes quand ils traversent des voies du centre-ville. Il y a une vraie réflexion à avoir sur le renouvellement. Il y a peut-être des petits moyens de transport qui sont envisagés, du transport à la demande, qui soient plus simples, qui soient plus faciles et qui soient accessibles. Et il faut apprendre aux gens à utiliser le transport en commun. Donc moi je suis pour la gratuité si c'est utile pour diminuer l'utilisation du véhicule individuel. Et là encore, la gratuité, ça coûte très cher. Si jamais on va vers la gratuité, je considère que ça doit se voter. C'est une décision qui appartient à ceux qui payeront. Est-ce qu'il faut aussi augmenter les cadences, alors, du coup, des transports? On a fait tram, déjà augmenter bus la cadence du tram. Si vous voulez, on a un vrai problème sur le tram, c'est que vous avez 2 lignes, ce qui fait qu'on va soit à l'hôpital, soit à la gare, mais il faut attendre très longtemps pour aller à la gare. Et maintenant, il n'y a pas que la gare, il y a la polyclinique. Donc ce que je propose, et c'est le seul aménagement que je propose, c'est de tracer une petite boucle pour que le tramway passe d'abord à l'hôpital, puis ensuite à la clinique, et donc qu'on ait un tramway, une seule ligne de tramway, mais qui aille aux 2 endroits. Un mot, parce que vous êtes très en avance. Non, mais transport, carcan, oui, d'ailleurs, tellement carcan que Madame Azan, avant les municipales, avait fait un chèque de quelques millions d'euros à Citura pour renflouer l'écart, l'écart de 12 millions d'euros entre la réalité et les recettes réelles. Oui, nous proposons 2 lignes de BHNS, nord-sud, est-ouest, ce qui va amener à réduire à haut niveau de service. Des tramways, c'est comme le télétravail. C'est du tramway sans être le tramway. Financé bien sûr sur des voies protégées, sur des voies protégées, mais ce qui va nous permettre de réduire de 70% le nombre de bus qui aujourd'hui circulent sur le secteur Opéra de Reims, et parallèlement, comme nous avons commencé à le faire avec Citura, de transformer la flotte de bus, alors non pas en hydrogène, mais nous sommes plus pour le gaz, parce que nous avons autour de Reims notamment des centres de production de méthanisation, et là on est vraiment dans du circuit. Messieurs, on passe au vélo. Un mot. En matière de moyens, je pense qu'il faut quand même prendre en compte la structure même de la ville. Si on se promène dans certaines villes, non Champagne-Ardenne, Grenoble par exemple, il y a des axes qui ont été étudiés pour qu'il y ait à la fois du tram, de la voiture et des grands trottoirs. Donc ces aménagements ne peuvent être réellement faits que dans le cadre d'une conception générale en fait, de l'urbanisme et pas forcément en plein centre-ville. En plein centre-ville, il faut de minibus et à l'extérieur, il faut utiliser les voies TER. Je rappelle que dans le cadre du contrat-plan État-région qui est proposé, nous y inscrivons, nous avons le soutien de la préfète de la région Grand Est, cette gare, halte-gare Farman. Messieurs, on passe au vélo avec une première question à M. Tiburce. Alors pour vous, une vraie piste cyclable, c'est quoi? Donc, réponse concrète. Et quel est votre objectif en nombre de kilomètres d'ici 2026 si vous êtes élu? Écoutez, je pense qu'il faut bien comprendre comment fonctionne un cycliste. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un cycliste? C'est de devoir s'arrêter. Pire encore, c'est de devoir mettre le pied à terre. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit sur la politique cyclable, à savoir qu'il faut avoir des voies fluides, des voies sécurisées, où on ne s'arrête pas à chaque feu, à chaque céder le passage. Donc nous adhérons à la proposition qui a été faite par l'association Véloxygène, qui propose 25 km de voies cyclables avec des radiales. Parce que moi, aujourd'hui, je considère que nous partons de tellement loin, nous sommes parmi les derniers sur les classements de la Fédération française des usagers de la bicyclette, nous partons tellement loin qu'on peut dire à l'heure actuelle que nous n'avons pas de vraies politiques cyclables. 25 km. On fait un tour de table parce qu'on a bientôt plus beaucoup de temps. Éric Quénard, qu'est-ce que vous proposez? Nous sommes effectivement en retard par rapport aux villes de la même taille que Reims en matière de mode de transport, notamment des vélos. Alors, c'est à la fois des voies sécurisées, continues, parce qu'aujourd'hui, on s'arrête, et c'est aussi penser au déplacement domicile-travail, avec des axes qu'on pourrait appeler véloroute, qui fassent domicile-travail, qui soient une sorte d'autoroute à vélo, si je puis dire, pour aller assez rapidement à son travail. Et puis, c'est aussi des garages sécurisés qui permettent aux cyclistes de mettre leur vélo dans de bonnes conditions. Ça Non, on est sur des choses. Aujourd'hui, on consacrait à peu près autour de 2 millions d'euros sur l'aménagement des voiries pour les pistes cyclables. Je crois qu'il faut sans doute faire un effort supplémentaire si on veut rattraper le retard qu'on a accumulé au fil des années. On continue le tour de table parce que le temps file encore une fois. Jean-Claude Philippot. S'agissant en fait des pistes cyclables, il faut qu'elles soient protégées.
Les pistes cyclables actuelles ne le permettent pas et les vélos, effectivement, souvent vont sur le trottoir parce qu'ils sont en danger sur la piste qui n'est pas bien différenciée avec la route. Alors je pense qu'il y a deux solutions. Dans les anciennes voiries, il y a possibilité de faire des séparations directement entre la voiture et l'axe qui est l'axe cycliste. Et par contre, dans les nouveaux axes, il faut peut-être faire des trottoirs plus larges, nouveaux axes, je veux dire, en termes de construction, des trottoirs plus larges avec une partie pour piétons, une partie cycliste et au milieu, les voitures. Et là, les cyclistes se sentiront à l'aise et ils ne se sentiront pas éventuellement des situations difficiles par rapport aux voitures. Gérard Chemla, vous donnez un objectif ambitieux sur ce plan-là ? Quand j'ai lancé ma campagne au mois de juin 2019, j'ai expliqué que je souhaitais qu'on puisse traverser Reims à vélo sans prendre de risques. Aujourd'hui, le problème du vélo, il faut le dire, c'est que circuler dans la ville à bicyclette, c'est extrêmement dangereux. Et il n'y a pas un Rémois qui laisserait un gamin de 12 ans sur un vélo tout seul dans la ville ou même à côté de ses parents. Et donc, il faut qu'on trouve les solutions pour que ça ne soit plus dangereux. Et c'est une priorité parce qu'on a parlé des bus, mais il est clair que le vélo dans une ville qui est petite, parce que Reims est une ville facile à traverser, le vélo est un moyen simple pour aller travailler et pour se déplacer au quotidien. Donc, j'ai repris ce que Véloxygène propose. Les autoroutes à vélo sont, à mon sens, obligatoires. Et puis, je vais terminer juste une demi-seconde. Ça coûte peut-être un peu de sous, mais ça coûtera beaucoup moins que ce qu'on dépense chaque année pour permettre aux voitures d'accéder au centre-ville. Un mot, on vous a pas entendu Arnaud Robinet là-dessus. S'il vous plaît, c'est... Je vais être rapide. Vraiment, mais Nous devons travailler sur les continuités cyclables, notamment au niveau de la traversée d'ailleurs du canal et de la voie Jean-Tétinger, parce que lors de l'aménagement du tramway, cela n'avait pas été prévu. Moi, je dis, je ne veux pas opposer vélo, voiture. Mais il y a surtout une catégorie qu'on oublie et dont personne ne parle, ce sont les piétons. Et donc, nous devons aussi prendre en compte la question du déplacement à pied. On en parlera lors d'une prochaine émission. Messieurs, c'est déjà terminé. Vous êtes 5 sur ce plateau, mais il y a au total 10 listes qui se présentent pour ces élections municipales à Reims. Nous écoutons maintenant les autres candidats et candidates. Chacun et chacune dispose d'1 minute 30 pour s'exprimer dans le respect des règles d'équité du CSA. On les écoute, ils sont placés par ordre alphabétique. Cher et moi, j'ai l'honneur de vous annoncer ma candidature à la mairie de Reims. Je porterai donc notre projet pour la ville en tant que tête de liste l'Union des Rémois. Ces 6 dernières années, durant mon mandat de 4e adjoint à la mairie de Reims, je me suis engagée dans ma délégation à la politique de la ville. Sans compter mon énergie et mon temps, j'étais à plein temps au service de nos administrés. J'ai eu le temps de mûrir un projet solide avec la participation de nombreux citoyens. Un projet pour le retour d'une saine autorité. Ayant le sentiment partagé de n'avoir pas pu m'exprimer totalement au travers de ce mandat, j'ai donc décidé de prendre mes responsabilités et de proposer aux Rémois et aux Rémoises notre projet. Nous agirons partout et lutterons sur tous les terrains pour traiter à leur source tous les maux, sans fuir devant nos responsabilités. Nous travaillerons avec tous les Rémois sans exception. Nous serons aussi la voie et la passerelle des talents oubliés. Nous transformerons Reims en une ville sûre où il fait bon entreprendre. Nous restaurerons un lien harmonieux entre tous les citoyens de la ville. Nous serons les porteurs de multitudes de petits projets solides autour de l'écologie et de la mobilité pour personnes valides ou à mobilité réduite. Pour établir cette saine autorité, nous convoquerons aussi tous les acteurs concernés au travers d'un Grenelle de la sécurité, de logement, de l'environnement durable, de l'emploi, de l'éducation et de la vie associative. Notre objectif, c'est Reims. Nous sommes l'Union des Rémois. Contrairement à certaines listes qui ont monnayé la présence de logos sur une affiche en échange de places éligibles, le collectif Reims en commun s'inscrit à l'inverse de ces méthodes politiciennes issues d'un autre temps. Au contraire, notre programme a été construit collectivement, au fil des réunions publiques qui se sont tenues dans les différents quartiers de la ville. Notre ambition est de redonner le pouvoir aux citoyens. En effet, c'est vous qui devez décider de l'emploi de vos impôts. Nous vous proposons pour cela de coélaborer le budget communal. Mais nous mettrons également à votre disposition des outils démocratiques, tels que le référendum d'initiative citoyenne, qui permettront aux citoyens de faire remonter leurs propositions et d'obliger le conseil municipal à se saisir d'une question dès lors qu'une pétition recueille 10% des inscrits. Cela inclut la possibilité de révoquer les élus, car contrairement aux autres, nous sommes prêts à rendre des comptes. Nous voulons reconnaître l'expertise de chacun, citoyen comme association, et travailler en collaboration et non de manière pyramidale.
avec un conseil municipal qui prend des décisions sans consulter les principaux acteurs de terrain. Voilà ce qui caractérise notre manière de fonctionner. Sur le fond du programme maintenant, nous prendrons un programme social, écologique, démocratique et anticapitaliste. Car nous le disons, l'écologie ne peut pas être de droite. Et c'est ce qui a motivé le départ de l'ex-tête des listes des Verts qui ne se retrouvait pas dans cette ligne politique du ni droite ni gauche. Je vous invite à rejoindre notre page Facebook afin d'en découvrir plus sur notre programme. Ne laissez personne décider pour vous. Le pouvoir est entre vos mains. Bonjour, je conduis la liste lutte ouvrière Faire entendre le camp des travailleurs. Elle est composée d'ouvriers, d'employés, d'enseignants, de chômeurs. Que ce soit lors du mouvement des Gilets jaunes, que ce soit contre la réforme des retraites, la colère du monde du travail s'est exprimée. Et elle continuera de s'exprimer parce que la colère est toujours présente. Plus que jamais, les travailleurs sont confrontés à la rapacité, à l'avidité de la bourgeoisie parasite, qui demande à ses serviteurs politiques comme Macron de serrer toujours plus la vis des classes populaires, en réduisant les APL, en baissant les indemnités chômage ou les pensions, et de l'autre côté des cadeaux au grand patronat. La santé est à l'abandon. Et quand on voit que Macron, dans une visite à l'hôpital à Paris, a dit au personnel qu'il comptait sur eux face au coronavirus, il y a de quoi être scandalisé. Parce que justement, les personnels de santé, ça fait plus d'1 an qu'ils sont en lutte et en grève pour avoir assuré leurs moyens quotidiens. Alors ce que nous souhaitons, nous, c'est que cette colère s'exprime, qu'elle explose afin de changer le rapport de force. C'est ça qui comptera pour changer nos conditions d'existence. Donc face à la bourgeoisie capitaliste qui nous pousse davantage chaque jour vers la nouvelle crise économique et vers le désastre écologique, ah oui, nous souhaitons une contre-offensive du monde du travail. Alors, ces élections seront l'occasion pour le monde du travail, qui en ont assez de cette politique envers les plus riches, de l'exprimer. Au conseil municipal, les élus lutte ouvrière ne seraient pas seulement les yeux et les oreilles des travailleurs, mais seraient un moyen d'organiser les luttes, les combats à venir. Alors oui, votez et faites voter pour les listes lutte ouvrière. Nous, citoyens rémois, est un collectif de femmes et d'hommes engagés sur le terrain. C'est avec eux, avec vous, que nous avons construit ce projet audacieux, ambitieux, pour rendre un visage plus humain à notre ville. Parce que nous croyons que la gratuité des transports publics est une nécessité écologique et sociale, nous le ferons, pour lutter contre la pollution et rendre de l'espace aux vélos et aux piétons, mais également pour lutter contre l'isolement de nos aînés et décloisonner nos quartiers et nos faubourgs. Enfin, c'est une mesure de justice sociale, car elle rendra du pouvoir d'achat aux Rémoises et aux Rémois. Parce que nous croyons en la culture comme outil d'émancipation, parce que nous croyons en nos enfants, en nos jeunes, nous redonnerons aux associations et aux maisons de quartier leur place centrale d'accompagnement sportif, éducatif, social et d'éducation populaire pour notre jeunesse. Parce que nous pensons que la lutte contre les violences faites aux femmes est un enjeu majeur, nous ouvrirons à Reims la Maison des femmes. Et enfin, parce que nous croyons profondément à la parole du citoyen, nous mettrons en place le RIC, référendum municipal citoyen pour tout projet d'envergure. Chères Rémoises, chers Rémois, vous savez compter sur ma détermination, mon expérience. Le 15 mars, c'est vous qui décidez. Le 15 mars, portez, nous, citoyens rémois. Merci. Et merci à l'ensemble des têtes de liste. Et sachez enfin qu'une dernière liste se présente à Reims. Elle se nomme Les Oubliés de la politique. Elle est menée par Emmanuel Ludo qui a choisi de décliner notre proposition d'expression. Messieurs, c'est à vous pour le dernier mot. Vous avez chacun 30 secondes pour présenter votre engagement. À quoi vous engagez-vous devant les Rémoises et Rémois si vous êtes élus ? Après tirage au sort, c'est à vous de commencer, Léo Tiburce. Si vous êtes élu maire de Reims, quel est votre engagement ? Depuis près de 20 ans, ceux à qui nous avons confié les clés de la ville ont sacrifié nos terres en béton, ont dégradé notre qualité de vie et nous ont placés dans le palmarès des villes les plus polluées de France. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous avons des solutions pour la ville de demain. Notre question principale que nous pose l'écologie, c'est quelle ville et quel monde souhaitons-nous laisser à nos enfants ? Notre priorité numéro 1, ça sera la jeunesse. Merci. Eh bien, votre temps n'est pas totalement écoulé. Arnaud Robinet, vous avez donc 30 secondes pour nous donner votre engagement en cas d'élection ou plutôt de réélection. Depuis 6 ans, je me suis pleinement engagé avec vous pour métamorphoser notre ville. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau contrat avec le même dynamisme, la même volonté, la même énergie, autour de 3 axes. La sécurité,
Première de vos libertés et de nos libertés. L'économie, l'emploi, parce que c'est par l'emploi que l'on pourra diminuer les distensions sociales. Et puis la qualité de ville, la ville du quotidien, qui englobe le développement durable, l'éducation, la propreté. Je vous propose donc de continuer ensemble pour construire la ville de demain, la ville de nos enfants. À votre tour, Éric Quénard, 30 secondes top chrono. Quel est votre engagement si vous êtes élu maire de Reims ? Réchauffement climatique, pollution, pauvreté. Les villes doivent répondre à ces défis d'urgence. L'heure n'est plus aux mesurettes. Avec la gauche et les écologistes rassemblés, avec des citoyens engagés, nous voulons proposer un nouveau modèle de ville. Une ville plus respectueuse de l'environnement et de la santé, avec par exemple la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans et pour tous le week-end. Une ville plus juste, avec l'instauration de la mutuelle communale pour garantir l'accès aux soins pour tous. Et enfin, une ville plus sûre pour mettre en place une police municipale de quartier. Le 15 mars, nous comptons sur vous. Merci Éric Quénard. Gérard Chemla, quel est votre engagement pour les 6 prochaines années si vous devenez maire de Reims ? Alors déjà, parce que je ne crois pas que ceux qui n'ont pas fait vont faire, je vous propose de faire ensemble. Rien n'est joué. Et ce que je vous propose, c'est de retrouver des maires dans chacun de vos quartiers, des gens qui habitent à vos côtés, qui vont, avec une force de police de proximité, travailler avec vous, pour vous, construire des éléments qui seront et qui permettront à vos enfants et à vous-même d'envisager votre avenir d'une façon sereine, sans être les oubliés. Enfin, Jean-Claude Philippot, c'est à votre tour. Quel est votre engagement si vous êtes élu maire de Reims ? Ceux qui ont été aux manettes, pas dans cette mandature, mais aussi celle d'avant, vous promettent aujourd'hui de faire en matière de sécurité, mais aussi d'économie et d'écologie, ce qu'ils n'ont jamais fait hier. Nous avons un programme très clair dans ces 3 domaines, mais aussi en matière de culture, et nous portons aucune responsabilité de la situation actuelle. J'appelle les oubliés du système, les patriotes et les opposants à Macron, à voter pour la liste Reims avec le RN. Nous sommes la vraie alternative. Merci. Merci à vous, messieurs. C'est la fin de ce débat rémois. Merci à vous, Sophie Constanzer. Merci, Vincent. France Bleu, Champagne-Ardenne. Dans un instant, le débat de Sedan, débat présenté par Nicole Fachet, avec d'abord une brève présentation de la ville. Très bonne soirée sur France 3, Champagne-Ardenne.